Bonjour Philippe Ginestier. Vous avez fondé Gino Legal Tech en juin 2017 et en fait c'était la poursuite de vos travaux précurseurs en matière de robotisation de contrats. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse en fait de cette aventure? C'est une vieille aventure. J'ai fait le premier POC, le premier modèle de générateur automatique de contrats il y a plus de 40 ans. J'étais tout jeune avocat et je passais des jours, des nuits, des week-ends à gratter des contrats. On voyait bien quand même que la technologie arrivait et allait permettre de faire évoluer tout cela. Et donc j'ai essayé à l'époque de faire un générateur de contrats. Alors je suis arrivé à faire un générateur de contrats, mais en laboratoire. Pour faire un outil informatique utile, il faut deux conditions dans le domaine-là. C'est d'avoir une interface conviviale pour le juriste qui crée les modèles de contrat, donc il va entrer toute la science juridique, et il faut une autre interface conviviale pour les utilisateurs, qui peuvent être soit des juristes, soit des commerciaux, des opérationnels. Et il y a 40 ans, on était loin d'avoir de telles interfaces. C'était des tableurs Excel? Non, à l'époque, c'était, vous savez, des écrans verts ou noirs avec les lettres en blanc. Oui, les choses vont tellement vite. Et donc, à l'époque, ce n'était pas réaliste. J'ai donc classé le dossier pour 10 ans, je l'ai réouvert 10 ans plus tard. C'était pas encore ça, et puis 10 ans plus tard, le soleil s'était levé. Et donc, en 2005, j'ai fait mes premiers produits. Alors, à l'époque, c'était passionnant parce que il n'y avait pas de marché, enfin, le concept n'existait même pas. Vous alliez voir les gens qui vous regardaient ahuris, d'automatiser un contrat, il y avait un côté blasphème là-dedans, quand même. Vous touchez à ce que je fais, moi, avec mon crayon et mon papier, enfin, c'était très intéressant. Et le premier client que nous avons eu, qui a été vraiment un devancier, qui d'ailleurs en a tiré un très bon usage, c'était la FNAC. Ah ouais. Oui, c'était la FNAC. Dont le directeur juridique à l'époque était un monsieur qui m'apparaissait comme un vieux monsieur, qui aujourd'hui m'apparaîtrait comme un jeune homme, mais qui a été remarquable là-dessus. Il a tout de suite vu ce qu'on pouvait faire avec ça. Il s'est enthousiasmé, on est arrivé à automatiser le contrat de la FNAC, et à l'époque, vous voyez le nombre de contrats d'achat que fait la FNAC, enfin, c'est monstrueux au bon sens du terme, quoi. Voilà, on est arrivé à l'automatiser extrêmement bien, parce que le client était très en appétit, très dans le coup, enfin c'était formidable, quoi. C'était une belle expérience. Vous savez, l'automation des contrats, après ça s'est développé, vous avez d'abord la conception du juriste. C'est la première interface dont je parlais. Il faut que le juriste crée des modèles de contrats qu'on pourra utiliser, qui vont poser automatiquement des questions, et en répondant à ces questions, on va produire un contrat préassigné. Donc ça, c'est le premier stade, c'est le stade du juriste. Il amène donc sa science juridique, sa science du contenu des contrats, pour bien mettre dans le contrat tout ce qui est nécessaire d'y trouver, et sa science évidemment de la rédaction, qui va réduire les aléas sur l'interprétation des contrats, parce que le droit, c'est quand même une science extrêmement floue, puisque c'est l'application de textes qui sont par essence plurivoques, ils ne sont pas univoques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de discussions sur l'interprétation de la loi et des contrats, à des faits qui eux-mêmes sont inexistants. On ne sait pas ce que sont les faits. Donc pensez aux juges qui ont des textes qui ne sont pas univoques, qui les appliquent à des faits qui sont totalement flous. Et donc le droit est la science de la logique floue, qui est un domaine important des mathématiques. Ce n'est pas du tout quand on dit flou. C'est un domaine des mathématiques, la mathématique du flou. Et c'est pour ça qu'on voit exploser maintenant la technologie dans le domaine du droit, où elle était restée relativement en retrait. Parce que l'intelligence artificielle est une intelligence basée sur la mathématique floue. Et donc c'est pour ça qu'on voit ce mariage formidable entre les deux domaines. Donc une fois que le juriste a fait son travail,
il faut produire le contrat, et là ce sont soit des juristes, hein, soit des opérationnels qui vont faire le contrat. Ensuite, il faut le négocier. Et ça devient un domaine extrêmement important de l'intelligence artificielle. Dans la négociation, vous avez deux dimensions. Vous avez la dimension du traitement des documents. Je vous envoie un contrat, on doit faire une opération tous les deux. Je vous envoie un contrat, vous me le renvoyez avec vos annotations. C'est un travail relativement long et compliqué d'analyser toutes les modifications que vous apportez. L'IA aujourd'hui, en quelques secondes, vous amène les différences, l'analyse des différences, et l'analyse de ces différences par rapport au référentiel que vous avez défini. Donc vous savez tout de suite que la clause de durée ne vous convient pas, mais qu'elle n'est pas très loin de ce que vous voulez, donc ça va être négociable, que la clause d'indexation du prix n'est pas du tout dans vos cordes, vous savez tout ça. Et donc ça aide énormément dans la négociation. Dans la négociation, il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect négociation au sens psychologique du terme, et là aussi l'IA peut aider. Elle peut aider à analyser vos comportements, des changements au fil du temps, au fil des versions qu'on s'échange. Elle peut me faire percevoir qu'est-ce qui est sensible pour vous, quels sont les points sensibles et importants pour vous, et donc je pourrais vous, quote unquote, vendre plus cher, vous voyez. Là, c'est vraiment un domaine qui se développe et qui est vraiment extrêmement intéressant. Après, vous avez la validation, mais là, on est dans des workflows classiques, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a la signature électronique, évidemment. Et puis, alors, fondamental, il y a le suivi. C'est d'arriver à saisir toutes les informations de l'exécution du contrat. Est-ce que la somme qui m'était due a été payée à bonne date? Est-ce que la qualité est conforme à, etc., etc. Et toutes ces informations, toutes celles relatives au contrat et toutes celles relatives au suivi, on arrive à les mettre dans une base de données qui permet de faire des analytiques formidables. Et là, il y avait vraiment une ressource qui est en train d'apparaître, car aujourd'hui, on est... c'est comme ça, on est dans un monde où tout se contractualise. Alors, moi, j'ai connu l'époque où on faisait des contrats de 4 pages, aujourd'hui on fait des contrats pour la même chose de 400 pages. Mais tout est prévu. Et donc, j'ai dans les contrats, dans la base contractuelle d'une société, j'ai tout ce qu'elle doit faire, dans quelles conditions, tout ce que les autres lui doivent. J'ai vraiment le cœur de l'activité normale de l'entreprise. Et donc, exploiter tout cela et voir comment ensuite ces contrats s'exécutent est une source, alors pour la gestion, même pas pour le droit, mais pour la gestion, est une ressource absolument extraordinaire qu'on découvre petit à petit, au fil des technologies qui permettent d'aller capter les informations d'exécution, etc. Ça, c'est donc un domaine extrêmement important. Et enfin, les analytics, hein, c'est toutes ces données en tirées des outils de gestion exceptionnels. Voilà. Donc ça, j'ai commencé donc il y a plus de 40 ans. Et puis, il y a 10 ans, même pas en 17-18 en réalité, en 17-18, la technologie avait tellement évolué qu'il fallait repenser totalement le système. Il y a un moment donné, il faut mettre à la poubelle et repenser, parce que les données ont trop changé. La technologie a évolué fondamentalement. D'abord, les mémoires sont devenues illimitées. Le coût des mémoires n'a plus du tout été ce qu'il était. La puissance de calcul est devenue formidable. Et c'est ça qui a permis l'émergence, si vous voulez, de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle est une façon extrêmement peu efficace d'utiliser la puissance de calcul. C'est très efficace par ailleurs, mais ce n'est pas du tout un raisonnement où on suit une ligne de point en point. C'est des raisonnements beaucoup plus complexes, des calculs beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches, mais qui demandent de la puissance de calcul. C'est ce qu'a fait d'ailleurs, l'intelligence artificielle est apparue en 1956, et c'est ce qui a fait ce qu'on appelait les hivers d'intelligence artificielle, car chaque fois on y voyait une révolution formidable, et puis elle décevait parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul. Et ce qui fait l'explosion qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'entre autres,
C'est un des éléments. On a cette puissance de calcul. Par ailleurs, est arrivé évidemment dans les années 90, Internet qui s'est développé, qui a donné une fluidité à toute la circulation de l'information, à la capacité d'aller chercher l'information, qui a donc changé complètement la donne. Donc tous ces éléments, la mémoire, la puissance de calcul, la fluidité d'Internet et l'IA, fait qu'il a fallu repenser complètement le produit et le repenser d'une façon extrêmement évolutive. Donc je l'ai vraiment repensé avec des architectures extrêmement évolutives. Parce que ça, c'est aujourd'hui absolument fondamental. Voilà. Et c'était à base de... C'était par rapport à des demandes de clients ou c'est vous-même qui vous étiez fixé l'objectif ? Il y a un moment donné où j'ai décidé de scratcher tout ce qui existait, de repenser le système à zéro et de le rebâtir. C'est pas les demandes des clients, c'était pour répondre aux demandes futures des clients. D'accord. Ben oui. Il ne faut pas attendre que le client vous dise ça ne marche plus. Ouais. Alors après des études de droit et HEC, vous avez rejoint les États-Unis pour faire un MBA à la Harvard Business School. Est-ce que cette expérience, est-ce que c'est de cette expérience américaine que vous vient votre goût prononcé pour les nouvelles technologies ? Écoutez, à Harvard, j'aurais été fait effectivement le MBA à la Business School, puis j'ai fait un programme à la Law School. J'y suis allé parce que j'ai toujours considéré le droit comme une matière fascinante. C'est ce qui a permis à l'homme de développer des sociétés organisées. Sinon, on serait resté au niveau tribal. Mais le droit est quand même toujours un accessoire. Ce n'est jamais un but. On ne fait pas du droit pour faire du droit. On fait du droit pour permettre aux hommes de faire autre chose. Ce n'est qu'un outil, ce n'est pas une fin. Donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire du business, soit HEC, soit Business School Harvard, pour comprendre les besoins de mes clients, pour comprendre les buts de mes clients. Vous voyez, c'est ça qui m'a toujours intéressé. Alors après, vous dire que le monde du business, à l'époque, n'était pas plus proche de l'informatique que le monde du droit, serait vous mentir. C'est clair que j'ai découvert le monde de l'informatique qui était déjà merveilleux. Hein. C'était un autre émerveillement qu'aujourd'hui, mais c'est déjà un monde merveilleux. Et c'est évidemment dans ces écoles que j'ai découvert. Et en particulier à Harvard, où ils étaient très en pointe et où on travaillait beaucoup avec cela, avec les technologies de l'époque qui vous feraient sourire. Ce qu'on considère comme d'énormes ordinateurs avaient la puissance de 10% du téléphone que vous avez dans votre sac. Mais voilà, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Voilà, donc, in fine, moi, vous savez, j'ai de la chance dans la vie parce que j'ai une vocation, c'est d'être avocat. Une vocation, c'est être entre les hommes et un pouvoir. Le mot vocation est beaucoup utilisé dans la religion. Le prêtre est entre l'homme et Dieu. C'est l'intermédiaire. Et nous, on est l'intermédiaire entre l'homme et le droit. Et le droit, les tribunaux, la loi, etc. Ça, c'est une position, c'est une des positions qu'on peut aimer et c'est une position que j'adore. Et puis j'ai une passion alors, c'est la techno. Parce qu'on est dans un monde qui est en train de changer totalement, on est en train, comme je vous le disais tout à l'heure d'ailleurs, on est en train de changer notre nature, notre propre nature, grâce à la techno, et l'IA va faire de l'homme un homme augmenté, qui sera vraiment un homme qui aura, je pense, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Donc au-delà du juriste augmenté, vous êtes pour l'homme augmenté ? Totalement, totalement. Vous savez, c'est comme tout, c'est ce qu'on va en faire. Regardez l'atome, on peut en faire des choses assez épouvantables. Et l'atome est quand même aujourd'hui le moyen de produire de l'énergie qu'on a trouvé qui ne pollue pas. Et je pense que l'IA, c'est la même chose, c'est ce que les hommes vont en faire. On doit reconnaître, parce qu'il faut être un peu optimiste dans le monde dans lequel nous vivons, on doit reconnaître que l'homme finalement a su pas mal maîtriser l'atome militaire. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de... Bon, les Américains l'ont utilisé contre le Japon, oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, ils l'ont utilisé contre le Japon, mais depuis, on a eu des puissances moins responsables que les États-Unis, qui ont l'atome, qui ont la bombe atomique, qui ne l'ont pas utilisé. Voilà. L'homme a quand même, il est très préoccupé, il y a des réseaux là-dessus extrêmement importants dans le monde entier, enfin c'est l'organisation de la lutte contre la mauvaise utilisation de l'atome est quelque chose de bien organisé.
L'IA, c'est pareil, c'est un pouvoir absolument extraordinaire qui peut nous grandir de façon absolument incroyable, mais il faut espérer que les politiques sauront le gérer. Mais on n'a pas le choix, hein, parce que vous dites, moi l'atome c'est pas bien, je ne fais pas la bombe atomique, vous tombez en esclavage, hein, de ceux qui l'ont. Ouais. Donc de la technologie comme ça, il faut quand même se méfier et se dire, ah ben non, il ne faut pas y toucher, c'est pas prudent. Oui, mais il y a toujours des mauvais garçons sur la Terre. Oui. Et selon vous, y a-t-il davantage de craintes ou d'utopie autour des solutions d'IA existantes dans le domaine du droit? Ah, pour moi, il y a beaucoup de... Alors, pour moi, aujourd'hui, il y a des craintes. Mais il faut toujours se rappeler la vérité. Hein. L'intelligence artificielle ne remplacera pas les juristes, elle remplacera ceux qui ne l'utilisent pas. Et ça, c'est vraiment la vérité. Alors, ça crée un problème qui est intéressant, c'est que c'est tellement puissant que vous arrivez à des moments où vous avez ce que je considère comme une blessure narcissique. Ouais. C'est-à-dire qu'elle fait un travail tellement parfait en 20 secondes que vous dites quand même, j'ai un peu d'expérience, j'ai fait quelques études, j'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup, et en 20 secondes, elle fait ce que je ne ferais pas en 2 jours de travail. Je vous donne un cas très précis que j'ai reconnu dans ma tête. D'accord ? Et donc c'est une blessure narcissique. Ça vous remet en cause, hein, ça vous remet franchement en cause. Je travaille là-dessus pour Gino d'ailleurs avec une psychologue sur cet aspect-là. Parce qu'il faut qu'on arrive à surmonter cette blessure narcissique pour s'augmenter et s'apercevoir qu'on peut faire beaucoup plus. La réalité profonde, et c'est passionnant, c'est que ça dépasse complètement l'utilisation de notre intelligence. Je vais vous l'expliquer très concrètement. Le travail classique du juriste, de l'avocat, mais du juriste, c'est pareil, c'est de faire de la recherche juridique et de rédiger. Un client vient vous voir, vous pose un problème. D'abord, vous faites les recherches nécessaires en droit, dans la loi, dans la jurisprudence, dans la doctrine, etc., pour faire une opinion sur quelle est la situation juridique, et donc comment il faut la gérer. Et ensuite, vous rédigez une note pour votre client, une consultation s'il veut une opinion formelle qu'il peut opposer, des conclusions si c'est parti au contentieux, le PV d'une assemblée générale, etc. Hein, donc, rechercher, rédiger. Maintenant, ces 2 actions vont être faites par l'IA. Sont faites par l'IA, si on le veut. Mais par contre, en amont, il y a la réflexion à la façon dont vous avez posé les questions. Vous savez, les génies, c'est incroyable. Il y a 100 ans, hein, Einstein a dit, si j'ai 1 heure pour résoudre un problème, je consacre 55 minutes à réfléchir à la question et 5 minutes à la réponse. Ça, sur les génies, on comprend 100 ans plus tard ce qu'il voulait dire. Car aujourd'hui, le problème de l'homme va être de passer, c'est ça la blessure narcissique. Et ce qui va la guérir, c'est de comprendre qu'on ne va plus faire le travail finalement rébarbatif d'aller passer des heures dans des bibliothèques ou des heures sur son ordinateur pour rechercher des jurisprudences, passer des nuits et des week-ends pour rédiger. On va passer du temps à réfléchir à la question. Qu'est-ce qui est pertinent pour avoir la bonne réponse? Et c'est extrêmement complexe et prenant intellectuellement. Vous avez un autre génie, alors là c'est moins long, mais il y a 60 ans, Picasso, en 64. 64, il y a une révolution dans la technologie informatique. Apparaît l'IBM 360, qui est le premier système VLSI, c'est-à-dire entièrement intégré, et c'est le premier ordinateur qui n'a plus de lampe. C'est un mouvement, bon, c'est un peu mythique comme moment. Une journaliste originale pose à Picasso une question à laquelle on ne pense pas tout de suite. Pour Picasso, maître, que pensez-vous des ordinateurs? Et Picasso a une réponse qu'on a comprise 60 ans plus tard. Ils ne servent à rien, ils ne donnent que des réponses. Il avait compris que le génie de l'homme, c'est la question. Et c'est ça, la première partie de ce que nous devons faire, le prompting, le fameux prompting, c'est cela que nous devons faire. Et
Enfin, moi, je travaille tout le temps avec l'IA et je passe des heures à prompter, à réfléchir au prompt. Car la réponse dépend de la question. Voilà. Et après, une fois que l'IA vous a donné sa réponse, parce que votre prompt n'était pas parfait, parce que l'IA n'est pas parfaite, vous devez utiliser votre sens critique. Revoir. Et c'est là que va se jouer la civilisation. C'est vrai que ça travaille tellement bien qu'on a souvent envie de dire je signe et j'envoie. Bon. C'est surtout la chose qu'il ne faut pas faire. Il faut l'analyser, vérifier que tout est exact et apporter le plus que l'homme peut apporter là-dedans, qui va être une dimension souvent d'intelligence émotionnelle, hein, de compréhension de la situation, de compréhension de ce qui marche avec les hommes et de ce qui ne marche pas avec les hommes. Donc, ce qui était central, nous le perdons, mais par contre, on développe de façon formidable ce qui est en amont, la réflexion sur la question, et ce qui est en aval, le sens critique et la créativité. C'est ça la mutation que nous devons faire. C'est quand même sympa de tomber à ce moment-là de l'histoire. Non? Oui. Vous êtes d'accord? Bien sûr. C'est incroyable. Mais il faut juste accepter que c'est un outil qui change totalement la façon de travailler, quoi. Totalement. Totalement. Mais il ne nous remplacera pas, il remplacera ceux qui ne l'utiliseront pas. Voilà, tout à fait. C'est ça le problème. D'après vous, est-ce que les principaux cas d'usage juridique ont déjà émergé? Alors, par catégorie, oui. On va faire une distinction. Il y a deux utilisations d'intelligence artificielle. Il y a une utilisation qui est d'utiliser des applications auxquelles vous accédez avec votre ordinateur, qui elles-mêmes utilisent l'IA. D'accord? Vous ne l'utilisez pas en direct, mais vous bénéficiez de l'application qui, elle, utilise l'IA. Et puis, il y a l'utilisation de l'IA vous-même pour ce que j'appelle le co-thinking, qui est le fait de réfléchir avec l'IA, de l'utiliser comme partenaire de réflexion. Et ça, pour moi, c'est ça la partie la plus bouleversante. Le reste, trouver de la jurisprudence en 20 secondes au lieu de 20 jours, car on est dans ces proportions-là, c'est extraordinaire pour l'homme, parce que j'ai passé des jours, des nuits dans une bibliothèque à chercher limité, quoi. Par contre, réfléchir sur ce que vous ramène le système en 20 secondes et avoir les 50 principales jurisprudences sur le sujet, c'est quand même une valorisation formidable pour l'homme, quoi. Bon. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est vraiment le co-thinking. Réfléchir avec la machine. Et réfléchir à ses stratégies. Réfléchir à comment on va s'y prendre. On passe... L'IA, en réalité, nous fait passer de la question comment à la question quoi. Vous êtes devant votre ordinateur, vous voulez savoir si l'IA va changer le droit. Et à ce moment-là, il y a 5 ans, vous mettiez à réfléchir comment je vais trouver ça. Comment je vais trouver cela? Sur quel site je vais aller pour trouver cette réponse? Aujourd'hui, vous allez prompter, il ira faire la recherche dans les sites à votre place. Et le problème, c'est comment, quoi? Comment je vais définir qu'est-ce que je veux comme réponse? Pas la réponse elle-même, mais quelle nature, quel contenu, quelle limite je veux pour cette réponse. On est passé du comment au quoi. Oui. Et ça, c'est un pas fondamental, quoi, dans l'histoire. Mais ça, il faudrait l'apprendre à l'école du barreau, alors. Comment prompter, non, il faudrait apprendre à l'école primaire. Ah oui, oui, encore. Non, il faudrait apprendre à l'école primaire. Mais on va l'apprendre à l'école primaire. On va demander à l'IA comment il faut faire pour que les jeunes apprennent. Et elle va nous le dire. Gino a bien décollé et est désormais utilisé par des grands groupes, comme vous le disiez, comme la Fnac. Êtes-vous particulièrement fier de cette réussite? Et puis, pouvez-vous nous décrypter un peu dans quel secteur, en fait, l'outil a le plus de succès? Écoutez, on a très bien décollé dans des grandes sociétés, mais pas par secteur. Voyons, on sert aussi bien le Crédit Agricole que Hachette,
Hachette qui a été d'ailleurs, je le rends hommage, qui a été le premier grand client de la nouvelle version de Gino. Et c'était intéressant parce que les maisons d'édition, les contrats, c'est leur fonds. Leur valeur, c'est pas l'immeuble, c'est pas... Les valeurs, c'est les contrats que vous avez. D'autant plus que les contrats d'édition sont des contrats extrêmement longs. Un contrat d'édition peut durer, vous le savez, hein, c'est votre vie durant plus 70 ans. Donc si vous écrivez aujourd'hui un livre et que vous le publiez, ben, vous publiez tout le temps des choses, je présume, vos droits sur ces écrits vont durer, vous en avez pour 120 ans devant vous. Ouais, même plus, plus 110 ans, vous vous rendez compte? Donc, vraiment, les contrats, c'est pour eux le cœur du système. Il faut d'ailleurs y réfléchir en termes très prudents, quoi. Il faut que ces contrats, je les ai dans 130 ans, il faut que j'ai encore mes contrats. Dans les maisons d'édition, comme cette vieille maison d'édition, vous trouverez encore des contrats en vigueur écrits à la plume. Parce qu'en 1920, on n'avait pas de tapette à machine, on n'avait pas de machine à taper, et on écrivait à la plume. Donc vous avez encore des contrats d'édition qui ont été écrits à la plume, c'est étonnant, quoi. Et ça pose des problèmes technologiques. Par exemple, on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on va utiliser les systèmes pour entreposer les contrats? Pour les protéger, ouais, pour avoir des dates marquées. Sur les dates, pourquoi pas, mais pour protéger le contrat lui-même, si vous voulez. Et là, on a renoncé parce que ce ne sont pas des technologies qui vont être suffisamment stables sur 100 ans ou 120 ans pour pouvoir s'y fier, quoi. Bon. Mais je vous dis, voilà, on sert aussi bien le Crédit Agricole, le McDo, Carrefour, vous voyez, donc des domaines extrêmement différents. D'accord. Voilà. Et alors on est en train de bâtir des verticales pour offrir dans un secteur donné un système particulièrement adapté. Voilà. Et quels sont les objectifs de Gino pour 2026? Alors pour 2026, on a 4 objectifs clairs. C'est un de développer notre RAG. Le RAG, c'est une base de données dans laquelle vous allez mettre tous vos contrats. Il faut quand même voir qu'on a des clients qui, quand vous gagnez un client, vous reprenez ses contrats actifs. C'est-à-dire, c'est toujours en vigueur, quoi. On a des clients qui ont fait reprendre plus de 300 000 contrats. Donc vous voyez qu'on parle quand même d'une masse importante. Et donc un RAC, c'est un système, c'est une base dans laquelle vous avez vos 300 000 contrats et dans lesquels vous pouvez faire des recherches, depuis des recherches simples à partir de mots, jusqu'à des recherches extrêmement sophistiquées grâce à l'IA. Donc sors-moi tous les contrats dans lesquels ceci et cela et cela. Et c'est une recherche qui est sémantique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser le bon mot. C'est la compréhension du sens qui va permettre à l'IA d'aller extraire les contrats qu'il faut, ou les données qu'il faut. Donc ça, c'est extrêmement puissant. 2, je vous ai parlé des analytics, qui est l'utilisation de toutes ces données contractuelles que l'on a en base, et d'arriver à en tirer des informations opérationnelles importantes. Voilà. Beaucoup de graphiques, beaucoup de camemberts, vous voyez, des choses qui visuellement permettent aux gens de très rapidement tirer des leçons opérationnelles de la base de contrat. L'aspect revue de contrat, parce qu'on peut le sophistiquer sans fin, c'est ce que je vous ai expliqué. Je reçois un contrat que vous avez rédigé ou le contrat que je vous avais envoyé, que vous avez corrigé, et l'analyser, le modifier pour le rendre compatible avec ce que je veux. Et ça devient très sophistiqué, mais ça peut encore aller beaucoup plus loin. Et enfin, faire des outils qui faciliteront aux gens le co-thinking, parce que c'est ça qui, à mon avis, est le plus révolutionnaire dans l'intelligence artificielle. Et c'est d'avoir en 20 secondes une stratégie pour lancer une OPA. Ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et après, vous pouvez l'affiner en permanence. Il vous faudrait des équipes sans fin. Et puis, il y a beaucoup d'imagination. D'accord. Et côté cybersécurité, vous êtes toujours...
concentré là-dessus ou Ah, pour là, vous c'est OK? La cybersécurité, c'est fondamental, surtout dans le domaine des contrats, vous le comprenez très bien. Donc, on utilise beaucoup des serveurs français, hein, qui nous permettent de ne pas envoyer vos contrats à l'étranger, et des serveurs en France et par des sociétés françaises, parce qu'il y a beaucoup de serveurs en France qui ne sont pas des sociétés françaises. On a des programmes qui permettent d'anonymiser les documents pour pouvoir les passer à l'IA sans livrer les noms ou les clés qui permettraient de retrouver. C'est une préoccupation permanente, hein, la cybersécurité. Mais souvent, les risques ne sont pas... Là aussi, il y a beaucoup de craintes et avec des trous importants dans la sécurité. Les clients vont vous dire surtout faites attention que mon système n'aille pas sur une base de données, et puis ils envoient leur contrat par mail. Oui. Et les mails, c'est sûr. Pour les braves gens, quoi. C'est comme les clés. Les clés, ça protège les braves gens.